Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument de la chimie et de la physique quantique. C'est une histoire fascinante, une sorte d'enquête scientifique avec ses idées de génie, ses rebondissements et une solution mathématique d'une rare élégance. C'est l'histoire de la méthode de Hartree-Fock. Alors, tout part d'une question qui a l'air simple. Comment peut-on savoir à l'avance à quoi ressemble une molécule? Pourquoi, par exemple, la molécule d'eau est-elle coudée et pas droite? Toute la réponse, en fait, se cache dans la manière dont se comportent les électrons. Ce sont eux qui fixent les règles du jeu. Et pour comprendre ça, il nous faudrait une sorte de mode d'emploi de l'univers. Et ce mode d'emploi, il existe. C'est l'équation de Schrödinger. C'est vraiment l'équation maîtresse de la mécanique quantique. Si on arrive à la résoudre pour un système, que ce soit un atome ou une molécule, on sait, en théorie, absolument tout sur lui. Son énergie, sa forme, tout. Le problème, c'est qu'il y a un si. Et c'est un si de taille. Pour l'atome d'hydrogène, avec son unique électron, pas de souci, c'est simple. On a une solution exacte, parfaite. Mais dès qu'on passe à l'hélium, avec seulement 2 électrons, tout s'écroule. Le coupable, c'est la répulsion entre les électrons. Chaque électron repousse tous les autres. Et donc le mouvement de chacun dépend, à chaque instant, du mouvement de tous les autres. C'est un ballet chaotique, un enchevêtrement de relations qui est mathématiquement impossible à résoudre de manière exacte. Face à ce qui ressemble à une impasse totale, un physicien anglais du nom de Douglas Hartree a, en 1927, une idée absolument géniale. Il s'est dit « Et si, au lieu de s'arracher les cheveux sur cette danse infernale, on essayait de simplifier le problème, mais alors radicalement ?» C'est ce qu'on appelle l'approximation du champ moyen. Pour comprendre, imaginez un danseur dans une salle bondée. Suivre comment il réagit à chaque personne individuellement, c'est impossible. L'idée de Hartree, c'est de dire « Et si notre danseur ne réagissait qu'à la forme globale, floue de la foule ?» C'est exactement ça. Chaque électron ne voit plus les autres un par un, mais il ressent leur présence comme un grand nuage de charge, une sorte de brouillard électrique moyen et statique. D'accord, mais comment on le trouve, ce fameux champ moyen, s'il est créé par les électrons dont on ne connaît pas encore la position? C'est le problème de l'œuf et de la poule. La solution est un processus itératif brillant, le champ autocohérent, ou SCF. L'idée est simple. On commence par faire une supposition pour les orbitales, un peu au hasard. À partir de là, on calcule un premier champ moyen. Puis, on utilise ce champ pour trouver de meilleures orbitales. Avec ces nouvelles orbitales, on recalcule un champ encore meilleur. Et on continue cette boucle encore et encore, jusqu'à ce que le champ ne bouge plus. À ce moment-là, les orbitales qui entrent dans le calcul sont les mêmes que celles qui en sortent. Le système est devenu autocohérent. L'idée de Hartree était vraiment puissante, sauf que la physique quantique n'avait pas dit son dernier mot. Elle cachait une règle fondamentale, une contrainte incontournable que ce beau modèle ignorait complètement. Il faut comprendre que les électrons ne sont pas juste des petites billes, ce sont des fermions. Et tous les fermions de l'univers obéissent à un principe très étrange. Leur fonction d'onde collective doit être antisymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que la fonction d'onde, c'est la description complète de la scène. Eh bien, la nature impose que si on échange la place de 2 électrons, la description devient exactement son propre négatif. Le signe s'inverse. C'est une règle bizarre, non intuitive, mais c'est une loi fondamentale de la physique. Et cette règle un peu abstraite a une conséquence très, très concrète, que l'on connaît tous, le principe d'exclusion de Pauli. C'est à cause de l'antisymétrie que 2 électrons ne peuvent jamais, au grand jamais, se trouver dans le même état quantique au même moment. Les maths l'interdisent. Et là, c'est le drame. La manière dont Hartree construisait sa fonction d'onde, en multipliant simplement celle de chaque électron, ne respectait pas du tout cette règle d'antisymétrie. Son approximation, aussi intelligente soit-elle, était donc d'un point de vue quantique fondamentalement fausse. Le sauveur, dans cette histoire, s'appelle John C. Slater. Il a compris qu'il existait un outil mathématique parfait pour forcer la fonction d'onde à être antisymétrique, le déterminant. En organisant les orbitales dans une sorte de tableau qu'on appelle un déterminant de Slater, on obtient un résultat magique. Par nature, cet objet mathématique change de signe si on échange 2 lignes, ce qui correspond à échanger 2 électrons. Et il devient nul si 2 lignes sont identiques, ce qui veut dire que 2 électrons ne peuvent pas être dans le même état. Les 2 règles quantiques sont intégrées d'office. C'est parfait. Alors, que se passe-t-il quand on assemble toutes les pièces du puzzle? On prend l'idée du champ moyen autocohérent de Hartree et on la force à respecter les lois quantiques en utilisant la machine à antisymétriser de Slater. Et voilà, on obtient la méthode moderne et robuste de Hartree-Fock. Et ce changement n'est pas qu'un simple détail mathématique. En imposant l'antisymétrie, on fait apparaître un nouveau morceau dans le calcul de l'énergie. En plus de l'énergie cinétique, de l'attraction du noyau et de la répulsion moyenne, on a maintenant un 4e terme, purement quantique et fascinant, le terme d'échange. Ce terme d'échange, il n'a aucun équivalent dans notre monde de tous les jours. C'est une conséquence directe, mathématique, du principe de Pauli.
En gros, il représente le fait que les électrons qui ont le même spin ont une tendance naturelle à s'éviter. En se tenant plus à distance les uns des autres, ils se repoussent moins, ce qui stabilise le système et abaisse son énergie globale. C'est une première forme de corrélation qui est maintenant prise en compte. On a maintenant une méthode bien plus solide. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais non, il reste un dernier mystère, une dernière subtilité, cachée au cœur même de notre approximation de départ. Souvenons-nous du point de départ. Tout est basé sur l'idée d'un champ moyen, d'un brouillard de charge statique. Mais dans la vraie vie, les électrons ne sont pas statiques. Ils bougent, et surtout, ils s'évitent en temps réel, instantanément. Si un électron file par là, un autre, même s'il a un spin différent, va immédiatement sentir sa présence et s'écarter. Eh bien, cette danse d'évitement instantané, cette chorégraphie ultra rapide qui va au-delà de la simple règle pour les spins parallèles, c'est ça, la corrélation électronique. C'est précisément la partie du mouvement des électrons que le modèle du champ moyen, par sa définition même, est incapable de décrire. Et c'est la principale source d'erreur qui reste dans la méthode Hartree-Fock. Le physicien Perolov Volodin a même donné un nom à cette énergie qui nous manque, ce petit quelque chose qui sépare notre meilleure approximation de la réalité parfaite. Il l'a baptisé l'énergie de corrélation. Ça définit parfaitement le statut de Hartree-Fock. Ce n'est pas la solution exacte, mais c'est la meilleure solution possible si on s'en tient à un modèle d'électrons indépendant. Alors, on pourrait se dire, à quoi bon si c'est imparfait ? Eh bien, c'est là toute la clé. La méthode Hartree-Fock n'est pas la destination finale, c'est le point de départ. C'est le socle, la fondation sur laquelle presque toute la chimie computationnelle moderne a été construite. Elle donne d'excellentes premières estimations, prédisant souvent très bien la forme des molécules et capturant plus de 99% de l'énergie totale. Et toutes les méthodes plus précises, celles qui cherchent à récupérer cette fameuse énergie de corrélation, on les appelle les méthodes post-Hartree-Fock parce qu'elles commencent là où Hartree-Fock s'est arrêté. Finalement, toute cette saga nous laisse avec une question qui va bien au-delà de la chimie quantique. Chercher la solution exacte est souvent une quête sans fin et au coût exorbitant. La vraie science, c'est peut-être de savoir inventer des approximations intelligentes, de bien comprendre leurs limites et de se demander pour chaque problème quel est le bon compromis entre la précision dont on a besoin et les ressources que l'on est prêt à y consacrer.